Podcast. Qui dois-je annoncer, monsieur? Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. La radiodiffusion-télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les aventures d'Arsène Lupin, adaptée par Jean Marcillac d'après l'œuvre de Maurice Leblanc. Réalisation Abder Isker. Aujourd'hui, la mort qui rôde. Bonsoir mes chers amis. Et parmi ses nombreux domiciles, Arsène Lupin habitait parfois une charmante villa à Versailles sous le nom de Paul Marchand de la Sûreté Générale. Oui, et tout le quartier n'avait pas été long à savoir qu'un inspecteur de police vivait là, discrètement, entre deux voyages, et, un soir de décembre 1906, vers 7 heures, Lupin y reçut la visite d'une jeune femme dont le visage trahissait une grande inquiétude. Je m'appelle Yvonne Delamarre, monsieur. J'habite avec mon mari la maison contiguë à la vôtre. J'ai appris que vous apparteniez à la police et je viens vous demander un conseil des plus urgents. Mais asseyez-vous, madame, je vous en prie. Je vous écoute. Voilà. J'ai pour amie de pension une fille charmante que j'aime beaucoup, Jeanne Darcieux, avec qui j'ai fait toutes mes études. Il existe entre nous la plus grande intimité et nous nous écrivons de longues lettres. Or, depuis quelque temps, ces lignes trahissaient une inquiétude que je ne parvenais pas à définir. Elle vit seule avec son père paralysé dans un château des environs de Vendôme. Et j'attribuais son état d'esprit à une de ces crises de mélancolie fréquentes chez les jeunes filles isolées au fond d'une province, n'ayant pour toute compagnie que des gens âgés et sans gaieté. Mais tout à l'heure, je viens de recevoir de Jeanne cette lettre, qui m'inquiète beaucoup. Si vous vouliez bien jeter un coup d'œil sur les passages que j'ai marqués à l'encre rouge. Oui, voyons cela. Je suis décidé, ma chérie, à te confier aujourd'hui ce que je pense jusqu'ici préférable de taire afin de ne pas t'inquiéter. Mais depuis hier, j'ai tellement peur qu'il faut que je te parle. Une nuit, papa a été attaqué dans sa chambre par un inconnu qu'il a réussi à mettre en fuite à coups de revolver. Puis ce fut mon tour. Fin octobre, je m'étais mise à lire sur un banc de la terrasse où j'avais l'habitude de m'asseoir chaque jour et à la même heure, quand un moellon de la corniche s'est détaché. À quelques centimètres près, j'étais écrasé. Papa et moi, nous avons cru à un hasard, mais la semaine dernière, le petit pont de bois qui enjambe la rivière du parc près de la chute d'eau s'est écroulé au moment où je passais. C'est par miracle que j'ai pu m'accrocher à une racine. Hier, enfin, bien qu'on fût en décembre, la soirée était si douce que j'ai marché un peu au clair de lune. Soudain, un coup de feu a été tiré et la balle a sifflé à mes oreilles. C'est maintenant une certitude. Quelqu'un nous en veut jusqu'au crime. La mort rôde autour de nous. Que pensez-vous de cela, monsieur ? Mais d'abord, croyez-vous sincèrement que ce que je viens de lire est le reflet exact de la vérité? J'en suis absolument sûre. Jeanne est une fille parfaitement équilibrée, le contraire d'une mythomane, et l'on peut lui faire un crédit total. Ah, vous connaissez bien sa famille? La pauvre petite n'a plus de famille proche, monsieur. Il lui reste seulement son père qui ne peut plus bouger de son fauteuil. Et comme domestique? Depuis 15 ans, ils ont un vieux ménage qui leur est entièrement dévoué. Mais vous, personnellement, madame, auriez-vous une idée quelconque sur les raisons de ces tentatives d'assassinat? Non, absolument aucune. Mais vous ne soupçonnez personne? Mais vraiment, non. Il faut agir vite, n'est-ce pas? Car l'assassin finira bien par réussir ce qu'il a manqué plusieurs fois. Mais c'est probable. Voilà pourquoi je suis venu vous demander la marche à suivre pour saisir la police de cette affaire. Hélas, madame, la police ne peut intervenir que lorsqu'il y a eu crime. Mais voyons, ce n'est pas possible. On ne peut tout de même pas laisser de sang-froid assassiner 2 personnes. La loi est malheureusement ainsi. Alors que faire? Adressez-vous à une agence privée? Je n'en connais pas.
Écoutez, je dispose de quelques jours de congé. Et si vous voulez, j'accepte de m'occuper de cette affaire à titre strictement personnel. Oh, monsieur l'inspecteur, comment vous remercier? Bien entendu, vos conditions seront les nôtres. Non, ne parlons pas de cela. Votre mari est au courant de votre visite? Mon mari est en voyage pour 8 jours et je prends tout sur moi. Je sais qu'il m'approuvera. Parfait. Où habite exactement votre ami? Au château proche du village de Maupertuis, entre Vendôme et Montoire. Eh bien, j'y serai dès demain. Peut-être pourrez-vous interroger utilement le docteur Guéroux, qui soigne monsieur Darcieux et qui a suivi Jeanne depuis son enfance. Il les aime beaucoup tous les deux et il vous aidera autant qu'il le pourra. Je le verrai. Donnez-moi un mot d'introduction pour votre ami et pour le docteur. Très volontiers. Tenez, voici de quoi écrire. Merci. Ma chérie, ta lettre m'a inquiétée à un tel point que j'ai consulté monsieur... votre prénom? Paul. Monsieur Paul Marchand, de la Sûreté Générale, qui veut bien essayer de mettre fin au danger qui vous menace. Fais-lui confiance. Je t'embrasse. Yvonne. C'est parfait. Maintenant, le docteur Guéroux. Cher docteur, monsieur Paul Marchand de la Sûreté Générale vous expliquera dans quelles circonstances j'ai été appelée à lui demander secours. Je sais que vous ferez tout ce qui sera en votre pouvoir pour l'aider. Voilà. Bien. Pouvez-vous également me confier la lettre que vous a adressée votre ami? Oui, la voici. Merci. Je vous promets, chère madame, de faire l'impossible pour réussir. Merci, monsieur. Je suis si inquiète. Le lendemain, vers 3 heures de l'après-midi, accompagné d'Albert, son chauffeur, Arsène Lupin arrêtait sa 35 chevaux Morolepton à proximité du parc de Maupertuis. Bon, n'allons pas plus loin pour ne pas éveiller l'attention. Voyons, nous devons être devant le mur qui ferme le fond du parc. Eh bien, le mieux est d'essayer d'entrer par cette petite porte en fer. Allons d'un chien, ce qui fait froid. Chut. Ouais. Vous ne trouvez pas la bonne clé, patron? Attends, celle-là devrait aller. Oui, voilà. Oh, je déteste ces portes exposées à tous les temps. C'est le diable pour les ouvrir. Tiens, aide-moi à pousser, tu veux? Voilà. Ah, regarde au fond là-bas, le joli petit château. Oh ben c'est sinistre, c'est pas là que je finirai mes jours. Et moi non plus. Attention, cachons-nous, voilà une jeune fille qui descend le perron. Elle prend la direction du parc. Il a pas l'air commode, le toutou. Ah non, prudemment, la jeune fille passe au large. Faut que tu te tais! C'est un Danois? Oui. Mais... Regardez s'il tire sur sa chaîne. On dirait qu'il voudrait la casser pour aller dévorer la fille. Ah oui. Ah, elle est terrible, cette bête-là. Oh, la chaîne a cédé. Le chien cavale après la petite. Elle l'a vue, elle court vers nous. Au secours! Au secours! Le chien va la rattraper. Joseph! Catherine! Mais il faut faire quelque chose. Oui, une balle dans la peau. Allez, attention de ne pas blesser la petite. Non, n'aie pas peur. Voilà, il est mort et bien mort. Oh. C'est vous, monsieur, qui avez tiré? Oui, mademoiselle. Merci. Vous m'avez sauvé la vie. Je me présente. Paul Marchand, de la Sûreté Générale. De la Sûreté Générale, mais... Vous permettez que j'examine la chaîne de ce chien? Ah, mais c'est bien ça. C'est bien ce que je pensais. Tenez, regardez, le dernier anneau. Il a été limé. Sans quoi une chaîne de cette épaisseur ne pouvait pas casser. Mais oui, c'est vrai. On voit très bien la marque de la lime. Eh ben, je suis content d'être arrivé à temps. Mais ma présence dans ce parc est insolite et je ne voudrais pas qu'on me surprenne. Albert, va m'attendre dans la voiture. Entendu, patron. Dites-moi, pensez-vous, mademoiselle, que du château on ait pu entendre la détonation? Non, je ne crois pas.
Où donne la chambre de votre père? De l'autre côté, sur la façade. Et les domestiques? Ils sont en ce moment dans la cuisine qui se trouve au sous-sol. Ils n'ont certainement rien vu ni rien entendu. Bon, pour plus de sûreté, venez. Cachons-nous derrière cet taillis. Mais enfin, monsieur, m'expliquerez-vous? Et après avoir reçu votre dernière lettre, votre amie de Versailles, Madame de Lamar, m'a demandé de venir à votre secours. Tenez, si vous voulez bien prendre connaissance de ce billet. Ma chérie, ta lettre m'a inquiétée à un tel point. Monsieur, je vous remercie d'être venu. Je vous demande de garder le secret le plus absolu sur le rôle que je vais jouer ici. Ne parlez de ma présence à qui que ce soit. Mais à mon père! Même pas à votre père. Je regrette assez que les circonstances m'aient obligé à me montrer à vous. Mon intervention ne pourrait être efficace qu'à condition d'être ignorée de tous. Bien. Je me tairai. Bon. À votre avis, mademoiselle, qui peut vouloir ainsi votre mort et celle de votre père? Mais je ne sais pas. Nous n'avons jamais fait de mal à personne. Oh, c'est affreux. La maladie de papa est si mystérieuse. Il n'a plus de force. Il ne peut plus marcher. Et depuis quelque temps, il est sujet à des étouffements, comme si son cœur s'arrêtait. Il y a longtemps qu'il est malade? 3 mois et demi, exactement. Bon, c'est tout récent. La faiblesse s'est emparée de lui progressivement, et malgré tous les soins dont nous l'entourons, le mal ne cesse d'augmenter. Eh bien, je vois que ma présence ici ne sera pas inutile. Vous m'en avez déjà donné la preuve, monsieur. Dites-moi, ce Danois était toujours à la chaîne? Oui. Jamais on ne le détachait? Jamais. Qui le nourrissait? Notre vieux domestique, Joseph. À la tombée du jour, il lui apportait sa pâtée. Ah, il pouvait donc s'approcher de lui sans crainte d'être mordu. Oui, et il était le seul. Parce qu'ainsi que vous avez pu le voir, c'était une vraie bête sauvage. Il sera donc le seul à avoir pu limer cette chaîne en toute quiétude. Oui. Mais je pense que vous ne me soupçonnez pas. Par définition, mademoiselle, je soupçonne tout le monde. Mais monsieur, Joseph et Catherine nous sont totalement dévoués, ils nous adorent. J'en prends bonne note. Quelqu'un d'autre habite-t-il le château? Non, personne. Votre père reçoit des visites? Par son médecin, il ne veut voir qui que ce soit. Lui avez-vous raconté les diverses tentatives d'assassinat dont vous avez été victime? Oui. Et j'ai eu bien tort. Le docteur Guéroux m'a défendu de lui donner la moindre émotion. Mais vous avez perdu votre mère, je crois. Elle est morte quand j'étais toute petite. Vous êtes née ici? Non, mes parents habitaient Paris. C'est peu après avoir perdu maman que mon père a acheté ce château. Bien, je vous remercie, mademoiselle. Bon, il serait imprudent de prolonger cet entretien. Évitez de sortir. Vous me reverrez ce soir, mais surtout, surtout ne vous étonnez de rien. Hein? Et le chien? Quand Joseph trouvera son corps, il se demandera qui l'a tué. Oui, ne craignez rien. Aidé de mon camarade, je vais jeter le cadavre à la rivière. Tout le monde croira que le chien s'est échappé de la propriété, tout simplement. À ce soir, mademoiselle. À ce soir, monsieur. Aidé d'Albert, Arsène Lupin transporta dans l'automobile le cadavre du chien et ils allèrent le jeter dans le Loir. Puis, il se fit conduire chez le vieux docteur Guéroux. Il lui montra la lettre de Jeanne Darcieux et le mot d'introduction de son amie Yvonne. Les deux hommes causèrent longtemps, sympathisèrent, dînèrent ensemble, puis se rendirent au château. Bonsoir, Joseph. Bonsoir, monsieur le docteur. Bonsoir, monsieur. Je monte directement avec mon jeune ami dans la chambre de monsieur. Inutile de nous accompagner. Oh, merci, docteur. Vous commencez à connaître le chemin. Oui. Mademoiselle est auprès de monsieur. Bon. Bonsoir, mon bon ami. Bonsoir, ma petite Jeanne. Bonsoir, docteur. Je me suis permis de vous amener mon jeune confrère, le docteur Marchand, afin de vous le présenter. Ah oui. Monsieur, mademoiselle. Docteur? Je vais avoir 70 ans, mes pauvres enfants, et je les sens chaque jour davantage. On ne peut pas être arrêté. Et maintenant, il faut que je songe à dételer. C'est le docteur Marchand qui prendra bientôt ma succession. Quoi? Vous m'abandonnez? Ah, mais non, pas tout de suite, pas tout de suite. Nous allons d'abord vous guérir. Ah, me guérir. Ne mentez donc pas, mon pauvre Guéroux. Vous savez très bien que je ne m'en sortirai pas. Je vous défends de dire des bêtises pareilles. Alors, voyons votre cœur.
Laisse-nous, ma petite Jeanne. Ah, je suis affreusement essoufflé. Ah ouais, il n'est pas mal du tout, ce cœur-là. Beaucoup d'hommes plus jeunes que vous seraient bien contents de l'avoir. Ah, je me fais tellement de soucis. Dites-moi, est-ce que ma Jeannette n'a pas été victime d'autres tentatives criminelles? Mais non, voyons. Ah, je vois bien que vous ne voulez pas me dire la vérité. Mais je vous assure. Ah, si vous croyez que je suis dupe. Le docteur m'a dit, monsieur Darcieux, qu'une nuit, vous aviez été attaqué dans cette chambre par un inconnu. Oui, docteur. Et depuis, sitôt que j'éteins le soir, je suis saisi d'une affreuse angoisse. Mais quelqu'un a bougé derrière cette porte. Vous permettez? Tiens. Oh, Joseph, qu'est-ce que vous faisiez là? Vous écoutez, n'est-ce pas? Moi? Oh non, monsieur. D'abord, votre présence dans cet escalier, vous n'avez rien à y faire, vous le savez très bien. Que monsieur m'excuse. Mais qu'est-ce que c'est que ce petit escalier de pierre? Avec cette portière devant la porte, je n'avais même jamais soupçonné l'existence. C'est un escalier qui descend directement dans le parc. Oui, ça devait être autrefois le passage clandestin des maîtresses du châtelain quand il occupait cette chambre. Oui. Oh, je l'ai pensé bien souvent. Allons, nous vous laissons vous reposer. Au revoir, mon bon ami. Et ne vous faites plus de soucis, surtout. Ah, facile à dire. Au revoir, Guérou. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, docteur. Et dites-moi, docteur, pensez-vous que la maladie de monsieur Darcieux puisse être attribuée à une cause étrangère? Oui, je connais votre hypothèse. Un même ennemi ayant intérêt à faire disparaître le père et la fille. Eh oui. Quelqu'un l'empoisonnerait-il lentement? La paralysie des jambes est presque complète. Oui, mais quel poison? Je n'ai, à vrai dire, constaté aucun symptôme d'intoxication. Une analyse du sang nous apporterait peut-être quelques surprises. Vous croyez? Venez. Ma petite Jeannette doit être en train de dîner. Allons dans la salle à manger lui dire bonsoir. Tenez, regardez-la, là-bas sous la lampe. Elle m'a l'air de grignoter de bien mauvais appétit, pauvre enfant. Mademoiselle, qu'est-ce que vous buvez, là? Mais une infusion, du thé? Vous avez fait une grimace de dégoût, pourquoi? Je ne sais pas. Il m'a semblé qu'il y avait une sorte d'amertume. Ça provient sans doute du médicament que j'y ai versé. Quel médicament? Des gouttes à prendre dans une infusion après chaque repas. C'est vous-même, docteur, qui me l'avez ordonné. Oui, mais d'habitude, ce médicament n'a aucun goût, tu le sais bien. Oui, c'est étonnant, en effet. Oh, docteur, j'ai la bouche qui me brûle. Mais passe-moi la tasse que je goûte. Oui, mais méfiez-vous. Oh, je l'avalerai pas, soyez tranquille. Ah, qu'est-ce que c'est que ce vitriol? Dans la journée, où range-t-on ce flacon? Oh, j'ai mal. Faut un vomitif, vite. Oui, il y en a dans le cabinet de toilette, je cours le chercher. Catherine, qu'est-ce que vous faites derrière cette porte? Vous écoutiez? Oh non, docteur. Mentez pas! C'est-à-dire, j'ai entendu mademoiselle gémir, alors je suis venue voir. Courez chercher une tasse d'eau chaude. Et moi, je vais jusqu'au cabinet de toilette. Tous les soins nécessaires furent prodigués à la jeune fille. On la transporta dans sa chambre et elle finit par s'endormir. Cette fois encore, elle était hors de danger. Le vieux docteur alla rejoindre Arsène Lupin, qui faisait les 100 pas dans le hall d'entrée. Alors, docteur? Vous lui avez sauvé la vie pour la seconde fois. La tentative d'empoisonnement est certaine. Mais qui a pu faire ça? Qui? Une personne très au courant des habitudes de la maison, qui va et vient à sa guise, se promène dans le parc, lime une chaîne, mêle le poison aux infusions et agit comme si elle menait la vie de ceux qu'elle a décidé de tuer. Mais vous ne soupçonnez pas les domestiques? J'aimerais tout de même bien aller faire un tour dans leur chambre. Dans quel but? Leur attitude ne vous semble pas suffisamment louche? Là, je dois reconnaître que cette façon d'écouter aux portes... Où couche-t-il? À l'extrémité de l'aile droite. Montrez-moi le chemin. Si vous y tenez. C'est ici? Oui.
Vous ne craignez pas que Joseph ou Catherine nous aient suivis? Non, non, ils sont dans la cuisine au sous-sol, ils ne nous ont pas entendus. Entrons dans leur chambre, vite. Que cherchez-vous? Je ne sais pas, un indice, un rien qui puisse me révéler chez ces gens une intention malveillante, une vie double, une complicité. Oh! Oh! Venez voir. Tenez, jetez donc un coup d'œil au fond de ce nécessaire à chaussures. Qu'apercevez-vous? Des brosses et des boîtes de cirage. Oui, mais tout au fond. Oh! Une lime! Oui, une lime. Et une lime tout à fait dans le genre de celle qui a dû user un des maillons de la chaîne qui retenait le Danois. Quoi? Vous pensez que Joseph aurait été capable Non, de... pour le moment, j'enregistre. Ah, voyons un peu ce qu'il y a dans ce placard. Les vêtements et le linge de Catherine. Que cherchez-vous sous ces piles de chemises? Je sais pas, rien de précis. Oh, docteur, que pensez-vous de ce petit flacon? Mais c'est de la mortora. Mais avouez qu'il était bien caché, hein. Moi, je verrais très bien quelques gouttes de ça dans une tasse de thé. Pas vous? Oh non, c'est pas possible. Enfin, jamais je ne croirais. Non, moi, j'enregistre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là? Des cartes postales. Souvenirs d'Étretat, la Tour Eiffel. Ma chère Catherine, comme je suis heureuse. Papa est si bon de m'avoir offert ce voyage à Paris pour mon anniversaire. C'est aujourd'hui que j'ai mes 16 ans. Je t'embrasse sans oublier Joseph, signé Jeanne. Et c'est daté 19 décembre 1901. Oh. Mais alors dites-moi, docteur, si notre charmante petite Jeanne avait 16 ans le 19 décembre 1901, étant donné que nous sommes le 15 décembre 1906, elle va avoir ses 21 ans dans 4 jours. Ah oui, exactement. Et alors? Ne restons pas une minute de plus dans cette chambre. Je n'aimerais pas être surpris. Docteur, la situation est tragique et nous devons craindre le pire. Qu'est-ce que vous dites? La mort est ici. Elle rôde dans ce château et avant peu, elle atteindra ceux qu'elle poursuit. Mais c'est épouvantable. Que faire? Il ne faut plus quitter la petite ni son père. J'ai vu d'excellents fauteuils dans le boudoir du premier étage. Si vous le voulez bien, nous y passerons la nuit, en veillant l'un et l'autre 2 heures à tour de rôle. Si vous croyez que c'est utile, il n'y a pas à hésiter. Bon, remontez donc au premier. Quant à moi, je vous prie de m'excuser, je m'absente un quart d'heure. Bon, je vous attends là-haut. Arsène Lupin sortit du château et rejoignit Alfred, qui l'attendait à 100 mètres plus loin au volant de l'automobile. Tu regagnes Paris immédiatement. Ah, bon. Tiens, passe-moi un bloc-notes. Voilà. Merci. Qu'est-ce que vous écrivez là, patron? Des instructions pour mon avocat conseil, Édouard Bonardet, 8 rue Vignon. Tu le connais? Alors tu les lui remettras en main propre demain matin avant 9h. Hein? Entendu, patron. Allez, file, bon voyage et sois ici de retour après-demain matin à 7h. Entendu, patron. Arsène Lupin revint au château, mais cette nuit-là, il ne se passa rien. Toute la journée du lendemain, mon ami ne quitta pas la propriété, jouant son rôle de jeune médecin chargé par son vieux confrère de veiller sur M. Darcieux et sa fille Jeanne, qui commençait à se remettre de son empoisonnement. Le docteur Guéroux revint vers 6 heures du soir. Lupin en profita pour aller téléphoner à Paris, et Bonardet lui transmit les renseignements qu'il avait recueillis dans la journée. Puis, il rejoignit le docteur, qui était dans la chambre de Jeanne. Je viens de voir mon ami Darcieux. Il a dîné d'assez bon appétit. Quant à cet enfant, vous voyez qu'elle commence à reprendre des couleurs. Eh bien, tant mieux. Mademoiselle, vous partez demain matin. Moi? Où? Je vous conduirai chez votre ami de Versailles. Dès maintenant, faites préparer vos bagages. Quant à vous, docteur, allez convaincre M. Darcieux que ce voyage est indispensable pour la sécurité de sa fille.
Il sera d'ailleurs bon que lui-même aille la rejoindre dès que ses forces le lui permettront. Bien, j'y vais tout de suite. Bien, nous allons nous quitter, mademoiselle. Mais cette nuit, vous allez me laisser toute seule? Non, mais ne craignez rien. S'il y avait le moindre danger, nous reviendrions, le docteur et moi. Ah, si vous entendez frapper à votre porte 2 coups rapides et 2 coups espacés, ce serait l'un de nous 2. Alors vous pourriez ouvrir. Très bien. Le docteur revint pour dire que M. Darcieux approuvait pleinement le départ de Jeanne, et les 2 médecins dînèrent au château. Puis, vers 10 heures, ils s'en allèrent. Bonsoir, Catherine. Vous pouvez tout fermer. Et bonne nuit. Si M. Darcieux avait besoin de nous, dites à Joseph de venir me prévenir chez moi, bien entendu. Bien entendu. Bonsoir, messieurs. Quand les 2 hommes furent près du village, Lupin empoigna le bras de son compagnon. Qu'y a-t-il? Il y a que cette nuit, mademoiselle Darcieux va être assassinée. Hein? Mais alors, pourquoi sommes-nous partis? Pour que le criminel qui suit tous nos gestes dans l'ombre ne diffère pas son forfait, et qu'il l'accomplisse non pas à l'heure choisie par lui, mais à l'heure que moi j'ai fixée. Nous retournons au château? Oui, mais chacun de notre côté. Vous gagnez la petite porte du potager et entrez dans le château par la porte de service. Voici la clé. Bon. Oui, il y avait un double, je l'ai chippé. Montez doucement jusqu'à la chambre de Jeanne. Frappez 2 coups rapides et 2 coups espacés. Elle vous ouvrira, elle est prévenue. Là, dans l'obscurité, vous attendrez ensemble les événements. Elle laisse bien entrouverte la fenêtre de son cabinet de toilette, n'est-ce pas? Oui, c'est une habitude que je lui ai donnée. L'assassin viendra par là. Et vous? Moi aussi. Vous savez qui est le misérable? Peut-être. Enfin, quoi qu'il arrive, pas un mot, pas un geste. J'ai mon revolver. J'ai dit quoi qu'il arrive. Laissez-moi faire. Le docteur s'éloigna et Arsène Lupin attendit. Puis, à son tour, il prit la direction du château et se mit en devoir d'escalader le mur. C'est pas trop dur, ça va. Bon, alors maintenant, il faut redescendre de l'autre côté. Oh, mais c'est merveilleux. On dirait que cet arbre a poussé là tout exprès. Il y a quelqu'un. Oh, il y a quelqu'un là dans l'ombre. Oh, je suis foutu. Oh, le salaud, il a flairé le coup. Et Arsène Lupin dégringola de branche en branche comme un cadavre. Quant au docteur Guéroux, il avait pénétré dans la chambre de Jeanne Darcieux, il avait exigé qu'elle reste couchée, et, lui ayant exposé la situation, il la supplia d'avoir du courage. Elle promit, et il se mit à genoux derrière le lit, son revolver à la main. Puis, l'oreille tendue, sans faire le moindre mouvement, ils attendirent ensemble l'assassin. J'ai peur. Il ne faut pas. Marchand est un policier éprouvé. J'ai entière confiance en lui. Il est sûrement à l'affût dans la cour. Mais ce coup de feu qu'on a entendu tout à l'heure... Ah, il a déjà peut-être réglé son compte à l'assassin. Chut! Écoute. Quelqu'un essaie d'entrer par la fenêtre du cabinet de toilette. Oui. Oh, il y a un homme à côté. Oh, j'ai peur. Ne bouge pas. Il a un couteau à la main. Ah! Papa! Papa, ne me tue pas! Darcieux! Bon Dieu, je vous ai dit de ne pas tirer! Il se sauve, arrêtez-le! Laissez-le filer. Vous avez vu? Vous avez vu qui c'était? Oui, son père. Son père? Enfin, j'ai du mal à croire. Attendez, mademoiselle Darcieux s'est évanouie. Oh, c'est pas possible! C'est pas possible! Ma petite Jeanne. Très bien, laissez-la pleurer, ça la détend. Et venez, docteur, laissons-la quelques instants. Demain, il n'y paraîtra plus. Oh, voyons, comment pouvez-vous penser une chose pareille? Mais d'abord parce qu'en dépit des apparences, elle ne m'a pas semblé éprouver pour son père une affection bien profonde. Enfin, ce cauchemar, ce père qui veut tuer sa fille, ce père qui pendant des mois recommence 4, 5, 6 fois sa tentative criminelle. Mais je vous dis qu'elle oubliera. Oh, bon, allons donc. Et pour une raison très simple. Laquelle? Darcieux n'est pas son père.
Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Il n'est que son beau-père. Elle venait de naître quand son vrai père est mort. La mère de Jeanne a épousé peu après un cousin de son mari qui portait le même nom. Et elle est morte quelques mois après son second mariage, laissant Jeanne aux soins de ce Darcieux. Il acheta ce château et, comme personne ne le connaissait dans le pays, il présenta l'enfant comme étant sa propre fille. D'ailleurs, elle-même ignore encore la vérité sur sa naissance. Mais comment avez-vous su tout cela? Bien, toute la journée, 3 de mes collaborateurs ont, sur ma demande, compulsé à Paris des états civils, interrogé des notaires et examiné des actes. Ça n'explique quand même pas ces tentatives d'assassinat. Ah, mais si, rappelez-vous. Et là, je dois des excuses à Joseph et à Catherine pour les avoir soupçonnés. La présence d'une lime au milieu des boîtes de cirage n'est probablement que l'effet d'un hasard. Et celle de la mort au rat sous les chemises de la vieille servante n'est certainement due qu'au souci de ne pas laisser à portée de la main du premier étourdi venu un poison destiné au rat. Mais j'ai aussi trouvé une carte postale qui m'a révélé que Jeanne Darcieux allait avoir 21 ans dans 4 jours. Et j'ai eu soudain le pressentiment que c'était dans cette direction qu'il fallait chercher. Je me suis dit, quand sonne une majorité, c'est l'heure où l'on rend des comptes. Bien, alors quelle est la situation de fortune de mademoiselle Darcieux, héritière naturelle de sa mère? Mais d'ailleurs, bien entendu, je n'ai pas songé une seconde au père. D'abord, on n'imagine pas une telle monstruosité. Et puis, cette comédie que jouait Darcieux, paralysé, incapable de marcher, écartait de lui tout soupçon. Oui, d'autant plus qu'on le croyait lui-même en but à ses attaques criminelles. Oui, mais n'y avait-il pas dans la famille une personne intéressée à leur disparition? Eh bien, d'après les précisions qui m'ont été données par téléphone, mademoiselle Darcieux tient de sa mère une grosse fortune dont son beau-père a l'usufruit. Alors, le mois prochain, le notaire doit réunir le conseil de famille. Et pour Darcieux, c'est la ruine. Il n'a donc pas mis d'argent de côté? Ah si, mais il a fait des spéculations malheureuses. Mais Jeanne lui a pas retiré la gestion de sa fortune. Ah oui, mais vous ignorez un détail que m'a confié à la fin de sa visite son ami de Versailles. Jeanne Darcieux aime le frère de son ami. Et Monsieur Darcieux s'est toujours opposé au mariage. Oui, pour ne pas avoir à rendre des comptes. Et naturellement. Mais Jeanne attend sa majorité pour se marier. Alors, une seule chose pouvait sauver Darcieux de la ruine. La mort de sa belle-fille dont il est l'héritier direct. Alors, quand il a su qu'elle allait partir pour Versailles, il a tenté un ultime attentat. Comme d'habitude, il est sorti par son escalier privé qui va directement dans le parc et pressentant mon retour, car il se méfiait de moi. Il m'a guetté et il m'a tiré un coup de revolver en pleine poitrine. Oh. Ah ouais, non mais heureusement que je porte toujours sur moi une fine cotte de maille. Alors, j'ai fait semblant de dégringoler comme un homme mort et, se croyant délivré de son seul adversaire, il est parti vers le château. Il a pris dans la remise une échelle qu'il a appliquée contre la fenêtre et je n'avais plus qu'à le suivre. Mais pourquoi l'avoir laissé monter? Mais pour la petite, c'était cruel. Mais nécessaire. Jamais elle n'aurait admis la vérité. Il fallait qu'elle voie la figure de l'assassin. Le misérable. Maintenant, que va-t-il devenir? Il y a gros à parier que vous n'entendrez plus jamais parler de lui. Inspecteur, vous avez mené les choses avec une habileté extraordinaire. Oh non. Ah, mais si, Jeanne vous doit la vie. Et elle saura vous exprimer sa reconnaissance. Quant à moi, je serais heureux d'écrire à vos chefs pour qu'ils connaissent l'admiration que j'ai pour vous. Eh bien, docteur, je ne dis pas non. Tenez, mettez-nous un petit mot à mon chef direct, l'inspecteur principal Ganimard. Il sera enchanté d'apprendre que son petit Arsène... quelquefois il m'appelle comme ça pour rire. Que son petit Arsène s'est encore signalé par une action d'éclat. Ça lui fera passer une excellente journée. Dans la série Les aventures d'Arsène Lupin, vous venez d'entendre, adapté par Jean Marcillac, d'après la nouvelle de Maurice Leblanc, La mort qui rôde. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son Jean Pantaloni, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abdey Risquer. Avec dans le rôle d'Arsène Lupin, Michel Roux. Et Marcel André, Louis Arbessier, Pierre Tornade, Louis Perdoux, avec François Spira, Arlette Balkis et Anna Gaylor. Et le conteur Louis Ducreux.
Marie Bénard a-t-elle empoisonné à l'arsenic son mari et 12 autres membres de sa famille? Voilà ce que vont tenter d'éclaircir avocats, enquêteurs, jurés, experts et contre-experts au cours d'une affaire qui passionne la France de 1952 à 1961. Pas moins de 3 procès seront nécessaires pour parvenir à juger celle que tout le monde surnomme alors l'empoisonneuse de Loudun. À travers les chroniques judiciaires de Frédéric Potcher, la star de la profession à l'époque, le podcast Les Archives du crime vous fera éprouver, à votre tour, les tourments de la justice dans l'une des plus fameuses énigmes d'empoisonnement du XXe siècle. L'affaire Marie Bénard est à retrouver chaque jeudi à midi dans le podcast Les Archives du crime sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcast.ina.fr.